Now, Mrs. Ducharme has been working on social integration of people with disabilities for more than 20 years. She has presented at various conferences and facilitated multiple workshops on creating awareness for integrating people with disabilities. She also has delivered keynotes, has trained and consulted specifically in the tourism field. She has a bachelor's degree in communications, a master's degree in business and tourism planning, and a course in communication and leadership from Dale Carnegie. Since 2011, she is Kirul's chairperson. Thank you. Thank you. À toi la parole. Since we've already been talking about Kirul since the beginning of this session, I figured maybe I should switch to English so that the English side of this conference can have not have the earphones on this time. My presentation is in continuity with the one that was just done. I'll try to not repeat too much of what was said, but of course make parallels and complete what was already said. The collaboration between the Ministry of Tourism has been going on, like Jacinthe said, for close to 30 years, and it's making a lot of people jealous. And I can understand why, because it's very privileged. We feel very privileged to have the relationship that we have. We couldn't do half the things we do if we didn't have the financial support and the logistics support that the Ministry of Tourism gives us. Having presented in different countries, I noticed that most organizations that cater to the needs of people with disabilities in tourism are mostly a non-profit organization like Kirul or people with disabilities advocates. So all people that don't have that much money, that have big plans, big ideas, but don't find the financial support or even the decision support to do these things. Here we have both, so we feel very, very lucky. Peux-tu changer à l'autre après? We found a quotation in a magazine in 2011, which to us really explains. We had a whole bunch of journalists from Ontario that came and experienced the Accessible Road. And basically what it says is Kirul is a Quebec-based organization that is pointing the way to accessible vacation and cultural opportunities throughout the province, and serving as an inspiration example of how a government department and a community-based organization can work collaboratively for the common good. Without this partnership, without the work that we do with not only the Ministry of Tourism, but many other organizations, none of what we do would be possible. As an example, here are some of what we do that was already mentioned, but I'd like to just name them again. Accessibility evaluation and certification for touristic and cultural establishments. In too many places, it's self-evaluation. Here we are lucky enough to have the relationship with the ministry that says you cannot say that you are accessible unless you've been evaluated by us. And that gives us also a way to get more people involved in the accessible road, because people know not only if they get evaluated will they get their report, but they will also get the promotion. All frontline staff training, welcoming ways. We couldn't do that unless we had the support of the Human Resources Association here in Quebec. Information, broadcast, and promotion via, among others, the Accessible Road and many other tools that we have, like our website that we keep up to date. Market studies, accessible establishments valorization through La Mention Kirul, as it was mentioned before. And finally, dialogue and presentation with partners and the community. We are very present not only on the international level, but in the local level. We go to
general assemblies of different associations of people with disabilities. We go to business meetings. We try to be present in all of these meetings to be sure that we cover all areas that would be related to tourism in general, to business in general, but also to people with disabilities. And to do all that, we need the support of not only government entities, but also of business and private venues. So how do partnerships with government and business influence the offer? Next. We definitely have more decision power, as I mentioned. We wouldn't be able to take all the decision and put actions in motions without the power that having the Ministry of Tourism and other government entities with us present. More universal gain. Everybody gains from these partnerships because nonprofit organizations need the financial support to put together all the ideas that we have, but also the government and businesses do not have the knowledge and expertise. I was glad that Jacinthe said it before me, that we have the expertise on accessibility, they have the expertise on tourism in general, and we wouldn't be working the same way if we didn't have that partnership. And finally, government and businesses are always looking for more visitors and promotion options. So that's definitely an angle to take when you want to start a new membership, a new partnership, whether it be with a government or any kind of partnerships. If you mention the lucrative part, the fact that people with disabilities do travel, the fact that when you travel, you also use the local venues, the local businesses. We wish you won't, but you might just have to go to the hospital, to the clinic, to go to the drugstore. You will want to go and shop for maybe some clothes or some local products. So it is definitely a way to sell your idea of partnership and why it's important to work together to develop the accessibility of tourism. So some of the partnership impacts, we wouldn't have developed and we wouldn't keep developing the accessible road if we didn't have the technical and financial support, yes, from the Ministry of Tourism, but also from some entities in the Canadian government, the Regional Touristic Association, and the tourism business. We have these talks, we have these meetings, we have these sell points on how even it's not just that you should become accessible, it's that if you become accessible, you will get more people in your business. So without those partnerships, we wouldn't be able to develop, but we have to keep in mind that it's all levels of partnerships. It's not just one level, it's multi-level. And then when you get down to the promotion, it's not only the tourism business, but it's also the different associations of people with disabilities here and around the world. Another impact of partnership, Kéroul conducts market studies, and we need the financial support and the scientific expertise from different partners. So here we have the what we call le Fils des Personnes Handicapées du Québec, which is a government-owned government representative to understand the needs of people with disabilities. Of course, the Ministry of Tourism, the Department of Culture, Department of Transports, and they help us also in promoting these this partnership impact. So next, as Kéroul heard at the UN last year, today we should all adopt this promising sentence, which is, what is inaccessible is not acceptable. In conclusion, how do partnerships with government and businesses influence the offer? It is definitely a mutual financial gain and responds to the need of social responsibilities. And finally, Kéroul is definitely wanting to help the world become a more accessible and inclusive world, finding partners to extend its prize product to all Canadian provinces, and why not countries is one path with the accessible road, but the ultimate idea, of course,
was creating a universal tourism accessibility standard. And next, through the partnership is the key to success, and definitely Destinations for All, I think, is one of this wonderful option. And I just want to show you one last picture. I keep telling everybody there's no age, there's no limits to traveling. My grandfather at 92 years old said, I've never been to Vegas. I guess I will never go to Vegas. And I said, that is not true. We're just going to rent you a scooter when you get to Vegas, and you'll be able to get around with us. So in Montreal, he walks, and he's fine, but he took a scooter in Vegas, and he was able to travel. Good. That's it. Bonjour, Dora de Solidev International, Ontario, Ottawa. J'ai deux petites remarques. Première, c'est une question et puis une information à partager avec vous. Dans toutes vos présentations, vous parlez de partenariat avec le secteur privé. Est-ce que c'est du secteur privé qui fait partie de la chaîne de valeur du tourisme et plus particulièrement de la chaîne de valeur de l'accessibilité, ou ces entreprises privées dans d'autres secteurs? Et la deuxième, c'est de partager avec vous une bonne nouvelle. Assistant à ce sommet-là, je ne peux être indifférente à penser à un modèle d'affaires qui peut intégrer systématiquement une approche qui permet de soutenir les activités accessibles pour tous. Et je viens de mettre en place une entreprise en agribusiness, en agroalimentaire, spécialisée dans un processus qui a mis quelques années pour se mettre en place. Et je suis heureuse de partager avec vous la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi, il y a 2 jours, à convaincre notre conseil d'administration à intégrer systématiquement un modèle qui permet de financer des activités accessibles pour tous. Donc, c'est des produits bio, disons, avec un processus 100% naturel. Donc, ça va de soi avec la lignée Social Corporate Responsibility, c'est-à-dire des comportements socialement responsables, la qualité du produit. Et j'aimerais que cette pratique soit une tradition avec d'autres entreprises en agroalimentaire, parce que certainement des comportements socialement responsables alimentent certainement l'efficacité et la rentabilité financière des entreprises. Et j'en témoigne de quelques études que j'ai moi-même faites pour des groupes internationaux pour démontrer la pertinence et la valeur ajoutée des pratiques socialement responsables dans l'efficience de la performance financière de l'entreprise. Et merci. En fait, je pense que les entreprises privées sont incontournables. Ils sont soit déjà impliqués dans le domaine, soit des entreprises touristiques ou des entreprises qui se sentent touchées par le tourisme, mais ce n'est bien sûr pas notre seul partenaire. Il faut absolument inclure, selon moi, tous les aspects du développement, c'est-à-dire la personne qui va utiliser les services, la personne qui va prendre les décisions en haut de quelles vont être les lois pour s'assurer que l'accessibilité se développe. Et en fait, il n'y a pas un seul niveau de partenaire qui, je crois, est nécessairement plus important que l'autre. Je pense que la seule version gagnante est d'avoir plusieurs niveaux de partenaires. Merci. Voilà. Mon nom, c'est Yves Daou. Je suis administrateur au Réplique. Avant tout, je voudrais vous féliciter, vous remercier pour le dynamisme de vos présentations. À travers la présentation d'aujourd'hui, ce matin, et les autres, on réfère toujours à un 15% de profit de la population en mobilité réduite à travers le monde, dont le Québec. Et il y a eu des reportages sur l'hôtellerie à la facture où on parle de 10% des chambres d'hôtel. J'ai assisté à une séance hier pour les amphithéâtres où on parle qu'on vise 3 à 5%. Je te me demandé, est-ce qu'on passe à côté en allant en deçà de ce qui est le profit de la population, d'autant plus que la démographie est vieillissante? Et comment peut-on répondre à la demande si l'offre n'est pas au rendez-vous? Je vous remercie.
c'est effectivement un grand débat à avoir. On essaie, en tout cas nous chez Kéroul, on travaille beaucoup pour toujours améliorer ces chiffres-là, ne serait-ce dans le nombre d'endroits accessibles, dans les justement les minimums d'accessibilité dans des lieux comme dans les amphithéâtres. Heureusement, avec le temps, se développent maintenant des façons de travailler qui peuvent être inclusives, parce que vous comprendrez que un des problèmes, comme dans un amphithéâtre, c'est qu'on nous dit, oui, mais si on enlève des sièges pour permettre l'accessibilité à des personnes en fauteuil roulant, ben à ce moment-là, on ne peut pas fendre ces espaces-là quand il n'y a pas personne en fauteuil roulant. Par contre, le Cirque du Soleil est un très bel exemple en ce sens. Comme dans bien d'autres choses, le Cirque du Soleil, je crois, a été assez novateur en installant des rangées où le siège peut être enlevé. Donc, moi, la dernière fois, je suis arrivée le jour même, je voulais aller au spectacle. J'ai demandé s'il restait des places. On m'a dit oui. Quand je suis entrée dans la salle, le siège était là. Ça a pris 2 secondes. Ils ont enlevé le siège. Et eux-mêmes, ce sont des sièges avec les haut-parleurs dans les sièges. Donc, je perdais en enlevant le siège. J'avais plus ces haut-parleurs pour avoir les effets sonores dans les oreilles. Et là, j'ai fait « Ah, c'est dommage. » Ils m'ont dit « Mais attendez, madame. » Et ils sont arrivés avec les 2 haut-parleurs chaque côté de moi. Donc, il y a des façons de faire et il faut tout simplement se baser sur ces exemples-là pour montrer que c'est pas vrai que si on se rend accessible, on va enlever de l'espace pour les autres et où ça va nécessairement coûter beaucoup plus cher parce que c'est un investissement de départ, mais après ça, c'est bon pour aussi longtemps que les autres sièges qu'ils auront mis. Fait que oui, on travaille très fort là-dessus. Vous avez tout à fait raison qu'il faut penser aussi au vieillissement de la population et qu'il y aura de plus en plus de demandes d'adaptation. Et c'est vrai au niveau physique, mais c'est vrai aussi au niveau des déficiences visuelles, auditives et autres. Parce que les gens vont de plus en plus sortir de chez eux parce qu'ils apprennent que ça se peut voyager, ça se peut utiliser les services de ma localité parce que ça devient accessible. Oui, puis si je peux rajouter là-dessus, oui, des fois, oui, on passe un peu à côté quand on voit des constructions présentes, comme les amphithéâtres qui vont avoir 3-4 % de sièges, parce que ces bâtiments-là vont être là pendant des années et des années. Et avec notre population vieillissante, oui, on va en avoir besoin. Donc, c'est là l'importance de vraiment éduquer nos architectes, nos ingénieurs, les gens qui dessinent, pour qu'il y ait une vision 50 ans plus loin. Ça, c'est une des raisons. Aussi, quand on parle de chiffres, il faut toujours se rappeler que 15 % c'est l'ensemble de la population en situation de handicap. Donc, de ce nombre, moins de 50 % sont à mobilité réduite. Donc, il y a aussi plusieurs limitations qui ne demandent pas d'adaptation physique dans des amphithéâtres ou autres. Puis quand je ne veux pas rentrer parce que ça pourrait... oui, ça demande des adaptations, mais par contre, au niveau siège, etc., ça ne le demande pas. Mais on est en train de passer à côté. Pilar, did you want to say something? Bonjour, mon nom est Christelle Labrec-Dupuis, du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal. Madame Parisien, votre présentation m'a vraiment crinqué, comme on dit en bon québécois. J'espère que c'était bon. C'était très intéressant. Bon, on espère que c'était du bon côté. Oui, absolument. Là, j'ai comme envie de courir à Québec, réclamer une nouvelle loi puis des partenariats. Dans ce sens-là. Ma question porte un peu sur le nerf de la guerre, dans le fond. Avec la nouvelle loi, est-ce que le gouvernement a prévu de donner des subventions, surtout, par exemple, aux autorités organisatrices de transport, vu que moi, c'est vraiment le transport, mon créneau, là. Est-ce que c'est prévu de donner des subventions? Le message est clair en Ontario. Il n'y a pas de financement qui va donner en accessibilité. Donc, par contre, comme dans tout gouvernement, il y a du financement qui se fait au niveau du transport pour les nouveaux autobus, etc. Il est maintenant compris dans tout le financement qui est donné au niveau de la province que ce financement est inclusif. Il doit aussi assurer l'accessibilité. Donc, si je donne un exemple bien concret dans ton exemple, par rapport au transport, si le gouvernement finance des autobus, bien, ces autobus-là doivent être
être accessible. Et puis, au début, c'était beaucoup, oui, le nerf de la guerre. Les gens disaient, oui, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On réalise facilement que oui, il y a moyen de... Et c'est pas aujourd'hui, il y a quand même un processus, et c'est ça un plan d'action, un plan d'évaluation de son accessibilité. Ça permet d'avoir des actions. D'ici tant d'années, OK, je vais devoir changer 3 autobus, ou 8, ou 20, ou 200 autobus. Donc, le processus est à long terme aussi au niveau de l'accessibilité. Il y a une planification, mais il n'y a pas de financement. Est-ce que je peux me permettre une sous-question à cette question-là? Ici, je sais qu'on a une de nos difficultés, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a des normes, il y a des lois, mais si on ne le fait pas, on a peut-être une tape ses doigts, c'est à peu près tout. Est-ce que vous, dans votre démarche, il y a une provision ou une décision il y aura une sanction si vous ne l'avez pas fait? Éventuellement. D'abord, je vais expliquer, je ne représente pas le gouvernement, je représente un organisme à but non lucratif, donc qui bénéficie d'une loi et qui est présentement en train de changer toute une philosophie, une approche ontarienne. Oui, il planifie, oui, il y a une loi dans le règlement. Par contre, présentement, l'approche, elle est de collaboration. L'objectif premier n'est pas de commencer à frapper sur le doigt. Il faut permettre à la population, aux entreprises, à planifier leur accessibilité. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils planifient d'avoir des sanctions, d'avoir des amendes, mais je suis vraiment pas de quelle façon ils vont le faire. On lit des nombres, on lit des chiffres, mais j'ose pas trop m'avancer à ce sujet. C'était juste une question générale. En fait, c'était ma deuxième question, donc merci. Désolée. Miss Silvana Lakis from Lebanon. It's really all of wonderful content you've been telling us. But I have one question about the norms and the standards. Are they put into conditions when a company, a touristic company, is about to open? I mean, is there a way of monitoring and of ensuring that these norms are part of the book when certifying an organization? And in Spain, when you talk about 5% of public transportation in general should be accessible, how do you know that the 5% is there? I mean, what type of monitoring do you have? Sorry, one last point. And these norms, are they being taught in any of the universities who teaches hotel management or tourism? Or because we need to think about sustainability. So such a huge initiatives and work should live forever. So I think we need to ensure that universities are also doing this as an obligation for students. Oui. Et peut-être que je me suis pas bien expliquée. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en Espagne, c'est obligatoire que de tous les taxis qu'il y a dans chaque ville, 5% des taxis doivent être taxis adaptés. Et on ne monitorise pas les personnes qui voyagent. Ce qu'on monitorise, c'est ce qu'on sait, c'est si vraiment il y a un accomplissement de la loi ou pas. Cette année, on a fait une étude parce que vraiment, c'est quelque chose qui préoccupe. Dans le moment où il n'y a pas de subventions économiques, les taxistes ont décidé de ne pas adapter leur véhicule. Ils disent pourquoi moi et pas l'autre? Parce que c'est plus cher. Et maintenant, ça change un petit peu parce que disons que c'est vraiment des taxis pour tous. Mais au début, c'est « Ah non, un taxi pour les gens, une chaise roulante, moi je ne vais pas... » C'est ça qu'ils nous disaient, hein? Je ne vais pas monter dans ces taxis. Et ils disent que c'était un problème. Mais c'est ça qu'on sait, qu'il n'y a pas, pas dans toutes les villes
il y a les 5% obligatoires par la loi. C'est pour ça que maintenant, on travaille, l'organisation qui regroupe toutes les associations de personnes handicapées en Espagne, qui s'appelle CERMI, c'est une des questions que c'était de ma présentation, CERMI, qui travaille avec la Fondation 11 et qui veut faire lobby vraiment pour que ça soit vraiment, comme vous dites, ici il y a la loi, mais qui c'est qui contrôle après, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe. Donc on travaille maintenant sur ça. Je vais répondre à cette question. C'est sûr qu'on ne vit pas dans un monde parfait, donc oui, peut-être il y a encore des entreprises qui rouvrent, qui sont sur le marché et qui sont nouvelles et qui n'offriront pas un service accessible à tous en Ontario. Par contre, avec tout le mouvement d'accessibilité qu'on voit en Ontario, il devient de plus en plus difficile de ne pas être accessible. La demande, elle est là, mais aussi le citoyen le demande, qui vive avec ou sans une limitation. Et puis, il reste que quand on fait son plan de nouvelle entreprise, on doit embaucher des gens. Bien, il y a une norme à suivre. Si c'est un nouveau service de taxi, impossible. Il y a une norme à suivre. Donc, il y a des failles, il y a des petites entreprises de coin qui vont ouvrir, puis que peut-être ils ne respecteront pas, mais encore là, il est difficile. Parce qu'un employé plus, tu es touché par la norme. Donc, et puis, pour faire suite avec, vous parlez de formation. Dans le cadre de cette loi-là, il est aussi essentiel de former ses bénévoles et ses employés sur la loi et sur le service à la clientèle. Donc déjà, on est dans, je continue à dire le mouvement, mais je le sens comme une vague. On sent qu'il y a un mouvement, il y a un grand changement qui se fait dans notre province. Et cette formation-là, elle est aussi disponible. C'est pas les universités ou les collèges qui ont développé des programmes de formation spécifiques sur le service à clientèle, etc. Mais il y a tellement, à cause des partenariats, des groupes de collectivités qui ont développé, que ça permet à ces groupes-là d'aller dans les institutions, former les jeunes. Moi, je vais beaucoup dans les institutions francophones, former sur le service à clientèle, l'importance, comment on interagit. Donc, on a comme ça vraiment semé cet intérêt et il devient de plus en plus inacceptable de ne pas être accessible. Je donne un portrait qui est assez beau. Il reste qu'il y a encore énormément de travail à faire en Ontario pour dire qu'on est une province accessible. Oui, on trouve encore au niveau du transport, au niveau du tourisme, on a encore une pénurie. On n'a pas suffisamment de chambres. On a encore des problèmes au niveau du transport. Et c'est une chaîne. On est tranquillement en train d'atteindre un objectif. L'Ontario veut être accessible d'ici 2025. C'est proche de 2025. Il reste qu'on va avoir fait un grand pas d'ici 2025. Donc, c'est pour ça. répondre à la question par rapport au Québec, au niveau des normes, bien sûr, Kéroul n'est pas, c'est pas nous qui faisons ça, c'est pas nous qui formons les gens. Par contre, dans les universités, quand les architectes et autres, bien sûr, ça fait partie du code du bâtiment d'avoir il y a une section sur l'accessibilité. Par contre, chez Kéroul, on forme. On a notre formation service complice ou Welcoming Ways. Et cette formation-là est donnée dans les écoles. Donc, on la donne autant dans l'industrie, des gens qui travaillent déjà dans l'industrie, dans les musées, dans les hôtels, les transports, etc., mais aussi chez les étudiants. Et c'est beaucoup apprécié. Les gens qu'on voit dans l'industrie qui suivent notre formation nous disent « Ah, mais j'aurais tellement aimé ça, avoir ça il y a 15-20 ans, quand j'ai suivi mon cours au cégep, à l'université, peu importe. » Donc oui, on va dans les écoles, autant au niveau du tourisme, tout ce qui peut être entouré le tourisme aussi. Donc on a même des volets qui sont spécifiques pour les agents de voyage, pour les gens qui travaillent dans les aéroports, dans les restaurants. Donc on a un cours de base qui est bon pour tout le monde sur l'accueil des personnes handicapées et on l'adapte en fonction des différents besoins, des différentes sphères de travail là, qui peuvent être rattachées au tourisme. Merci. Le temps est déjà écoulé, mais... Thank you, Rosanna from Barbados. Actually, quite a lot of the questions here have been answered that I wanted to ask to have been answered. So if you allow me, I'd like to make a statement, a quick one. I really would like to thank Carol
coming from a developing country, Barbados, we have had a relationship more or less online and UN with Isabel. So we have tried to follow the role that Carol has been, and we're finding it very successful. We're beginning to be the gateway for access in the Caribbean. So I would just like to congratulate you, Isabel, Carol, for having us here. When I submitted an abstract, I said, I don't think we're going to be included. It's all North American, European countries. Well, a little country like Barbados is going to be here. So thank you, and we have learned quite a lot.